Bon, on va commencer. Bon, très bien. Mais je tiens d'abord à remercier Madame Sarrazin, Blandine, donc, de nous prêter, de nous accueillir ce soir dans cette salle. Donc, merci de nous accueillir. Je voulais saluer donc Bruno Bureau qui va arriver. Il est apparemment, il est à 1 ou 2 kilomètres, donc il ne va pas tarder. Donc Bruno Bureau, c'est le maire de Salles, le président de l'intercommunalité, vous le savez, de la communauté de communes du Val-de-Lers. Emmanuel Tostin, donc, qui est maire de Lugos et qui est la deuxième vice-présidente du Ciberval, donc avec qui on travaille, avec qui on travaille en étroite collaboration. Cyril Leclerc, qui est maire de Belin-Bellier, donc je voudrais saluer Gisèle Charles, je ne sais pas si elle est là. Elle est représentée par Monsieur Fauré, donc bienvenue également. J'ai vu arriver Sophie Pigmal, qui est votre conseillère départementale. Donc bonsoir Sophie, merci d'être là aussi. J'ai vu quelques élus des communes du territoire, donc soyez également tous les bienvenus. Je ne sais pas s'il y a oui, j'ai vu aussi des présidents d'associations, donc bienvenue à vous. Donc mesdames, messieurs, merci d'être là. Je vais également saluer les personnes qui nous suivent en visio ce soir. Donc, on m'a dit qu'il y avait un petit problème de débit, donc qui va peut-être s'arranger dans la soirée, voilà. Mais donc, bienvenue à tous. Donc, je vous remercie d'être là. Vous savez que ce soir, c'est la deuxième réunion publique que nous tenons. La première a eu lieu à Arcachon le 18 janvier dernier. Et donc, ce soir, c'est la deuxième. Et nous tiendrons la troisième réunion à Biganos, à la salle des fêtes, le 3 février. Voilà. Donc, nous avons tenu à organiser une réunion publique par intercommunalité afin de permettre au maximum de personnes de participer à ces réunions et de prendre part, tout à l'heure, donc on va vous laisser la parole à la salle, donc à prendre part aux échanges. Donc, ce soir, c'est un secret pour personne. Donc, nous sommes tous réunis autour de ce fameux projet de territoire qui a été initié par les 17 communes, les maires des 17 communes. C'est l'élaboration donc du schéma de cohérence territoriale. C'est un document qui est éminemment important pour l'ensemble de notre territoire. On va détailler un petit peu ce qu'il va nous apporter. Donc, un petit rappel, nous avons voté en juillet 2018, vous voyez, ça date déjà après l'annulation du premier SCOT, la prescription de l'élaboration de ce nouveau SCOT. Un an après, fin 2019, il y a déjà eu une présentation du diagnostic qui a été fait, diagnostic et enjeux, dans les 3 intercommunalités, comme nous le faisons ce soir. Et il y a également eu un débat en conseil syndical en décembre 2019. Et puis, vous savez qu'il y a eu les élections de 2018 qui ont été un peu longue. Et puis ensuite, il a fallu le temps d'installer la nouvelle gouvernance. Et donc, l'élaboration du SCOT a été interrompue. Nous avons repris cette élaboration en fin septembre 2020. C'est là que j'ai été élue donc, à la présidence du SCOT. Et depuis, on s'est remis au travail. Et effectivement, on travaille un petit peu à marche forcée, puisqu'on a une réunion chez mes collègues qui sont là dans la salle, qui peuvent le dire. Donc, on a un bureau des maires tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Et entre-temps, nous travaillons avec les techniciens du Ciberval sur tous les points en fait, que nous devons travailler pour la rédaction de ce SCOT. Donc, vous voyez, on travaille vraiment à marche forcée pour attraper le temps, j'ose pas dire perdu, puisque les élections puis la Covid aussi n'ont pas facilité le travail. Mais là, pour l'instant, donc, on a repris les orientations du PADD qui nous ont permis de détailler et d'arrêter les objectifs en matière de croissance démographique, de consommation d'espace, du nombre de logements également que nous devrons faire, logements entre guillemets classiques et logements également sociaux à l'horizon 2040. Voilà, donc le schéma, on peut passer la diapo numéro 3, je crois. Le schéma de cohérence territoriale, c'est un document complexe qui articule différents échelons et échelles. Vous avez donc l'échelle nationale et régionale, et en dessous, donc des échelons infra, qui sont les échelons intercommunaux et communaux. Pourquoi est-ce qu'on a préparé ce slide, en fait? Parce que lors de la première réunion, beaucoup de personnes nous ont demandé, enfin quelques personnes nous ont demandé, mais est-ce que vous allez tenir compte de la loi résilience? Est-ce que vous allez tenir compte du SRADET? Est-ce que tout ça c'est pris en compte? Oui, c'est une obligation pour nous. On doit donc prendre en compte toutes ces lois en fait qui s'appliquent au territoire. Elles sont nombreuses. Vous avez la loi SRU, tout le monde en a déjà entendu parler. Cette loi sur le renouvellement urbain qui impose une production de 25% de logements sociaux à toutes les communes qui ont plus de 15 000 habitants ou à toute intercommunalité au sein duquel il y a une seule commune ou deux qui ont 15 000 habitants. Donc cette production de logements sociaux est une obligation. Aujourd'hui, la COBAS est déjà
soumis à cette obligation. La Coban n'est pas encore soumise parce que nous n'avons pas de commune qui a plus de 15 000 habitants. D'ici la fin de la mandature, il est probable qu'on y parvienne, ou en début de mandature prochaine. Et le Val de l'Air, pour l'instant, n'est pas soumis, mais il y a une réflexion très importante que les maires tiennent, ils s'y engagent en fait à faire une production de logements sociaux, même s'ils ne sont pas aujourd'hui donc soumis à cette obligation, parce que on le verra tout à l'heure. Aujourd'hui, 60 à 70% de nos populations sont éligibles à un logement social. Ensuite, il y a la loi Elan qui est venue modifier également le volet littoral et la modification de l'architecture du SCOT. On verra qu'on est passé, je vous le dirai tout à l'heure, ce qu'on appelle du PA2D au PAS. Et tout récemment, il y a cette fameuse loi climat et résilience. C'est une loi qui impose une diminution de consommation de 50% d'espace par rapport aux 10 années antérieures, pour parvenir à l'horizon 2050 à zéro artificialisation nette. Alors on en reparlera, c'est une notion qui est un petit peu compliquée. On a eu du mal, nous les élus, à obtenir une définition de ce qu'était cette zéro artificialisation nette, mais normalement, on ne devrait donc l'atteindre en 2050. Ensuite, à l'échelon régional, il y a également le STRADET qui s'impose avec les objectifs qui sont poursuivis par la région. Voilà, donc si vous voulez, tout ça s'ajoute à ça, après s'ajoutent des documents thématiques comme le SDAGE. Le SDAGE, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, ou encore le schéma régional des carrières. Vous voyez, donc on a tous ces documents que nous sommes obligés d'intégrer, enfin du moins de respecter et d'intégrer les objectifs au niveau du SCOT. Donc le SCOT, il est là pour traduire les objectifs et les enjeux à son échelle, donc à l'échelle des 17 communes. Et ensuite, donc, nous devons également rédiger des prescriptions, c'est-à-dire des règles, on le verra tout à l'heure, qui doivent être déclinées dans des documents intercommunaux, c'est-à-dire le plan local de l'habitat, le plan de mobilité, pour ceux qui en ont, le schéma également des zones d'activité économique, mais également dans les documents locaux que sont par exemple les PLU. Donc tout ça, ça doit être intégré. De ce fait, le SCOT, si vous voulez, c'est un outil qui est au service des élus pour construire le territoire et pour mettre en œuvre le cadre d'aménagement en matière d'habitat, en matière de mobilité, en matière de développement économique, également de développement commercial, en matière d'environnement, d'énergie, en fait, tout ce qui touche le quotidien, vous voyez, c'est très large, des concitoyens. Pour simplifier, si vous voulez, le SCOT, il gère le foncier, c'est-à-dire qu'il a pour but d'attribuer à chaque parcelle, si vous voulez, ou superficie, ou je sais pas, une vocation. Je vais reprendre. Le SCOT, si vous voulez, ça gère le foncier, il attribue une vocation aux différents espaces du territoire, c'est-à-dire une vocation pour l'habitat, une vocation pour le commercial, pour l'agriculture, pour les espaces naturels. Voilà. Et donc, il dicte des règles qu'on doit après, nous, au niveau infra, mettre en action. Alors, qu'est-ce que c'est le SCOT? Le SCOT, c'est composé d'un état des lieux, que nous avons présenté en septembre déjà 2019, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est disponible sur notre site internet, vous pouvez le retrouver. Il est composé également d'un projet de territoire à l'horizon 2040 que nous allons détailler ce soir, ce qui s'appelle le PAS. La loi Elan est venue transformer, mais même pas transformer parce qu'il n'a pas apporté beaucoup de différences en soi, mais le PAS, donc le projet d'aménagement et développement durable, aujourd'hui, pardon, le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable est transformé en PAS. C'est un projet d'aménagement stratégique. Il y a le nom qui change, mais sur le fond, il n'y a pas grande différence. Voilà, donc aujourd'hui, on parle de PAS, on ne parle plus de PADD. Et après, vous avez un fascicule de règles qui s'appelle le D2O, c'est le document d'orientation et d'objectifs que nous allons rédiger, nous, au cours de l'année 2022. Il s'agit de la traduction concrète du PAS. C'est une valeur prescriptive et constitue ce qu'on appelle le règlement du SCOT. Voilà. Comme je l'ai... Bonsoir Bruno. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, une fois approuvé, donc... les objectifs et les règles qui sont inscrites dans le SCOT doivent être déclinés donc, dans nos différents documents d'urbanisme communaux et intercommunaux. La diapositive numéro 5, je vais préciser que nous parlerons, donc je l'ai un petit peu anticipé, hein, donc de PAS.
de ce projet d'aménagement stratégique. Voilà, en gros, ça ne change pas, c'est un projet politique, hein, qui nous permet aux élus de nous projeter jusqu'à 2040. C'est ça l'objectif du SCOT, c'est d'aller jusqu'à 2040. En fait, c'est l'objectif qui nous est fixé par le Code de l'urbanisme. Et ce qu'il faut absolument, c'est que nous respections les équilibres territoriaux. Et on les respecte à travers l'aménagement du territoire, la mise en valeur et la préservation surtout de l'ensemble de notre territoire. Voilà, c'est la grande volonté que nous avons, c'est cette préservation, développer le territoire, apporter aux habitants du territoire ce dont ils ont besoin en matière de logement, en matière de développement économique, en matière d'infrastructure, mais toujours en préservant les équilibres, les grands équilibres territoriaux. Les modalités de concertation, je voudrais revenir sur les engagements qui ont été pris par les élus pour la mise en place d'une concertation la plus large possible. Nous avons mis à disposition au siège de chaque intercommunalité un dossier papier qui reprend tous les documents qui sont mis en ligne sur notre site internet. Donc, dès qu'une étude ou qu'un document est finalisé, nous le proposons en téléchargement sur le site du Cibarval. Donc, vous pouvez tous les retrouver. De plus, depuis le lancement de l'élaboration du SCOT, nous avons organisé plusieurs temps d'échange et de travail avec les partenaires institutionnels, mais aussi avec le grand public. Et c'est ce que nous continuons à faire ce soir, puisqu'on vous présente le projet du territoire à l'horizon 2040. Des ateliers de travail seront organisés au cours du deuxième trimestre 2022 avec les partenaires institutionnels, mais également avec les habitants du territoire. Je crois qu'on a les dates, on va pouvoir vous les donner ce soir. Donc, il y aura des ateliers de travail. Nous allons également renouveler l'expérience de 2019 avec la constitution d'un panel citoyen, c'est-à-dire que des habitants seront tirés au sort pour s'exprimer sur les différents axes du territoire. Et puis, nous travaillons également en concertation avec le Conseil du développement économique qui a été mis en place en novembre 2021. Donc, la première réunion que nous avons à Arcachon, il y a certaines personnes qui ont exprimé une certaine incompréhension quant au fait de savoir si les 3 réunions organisées étaient des réunions de présentation ou des réunions de concertation. Ça donnait lieu à un petit débat. En fait, je vous dirais un petit peu les deux, parce qu'en fait, nous allons vous présenter le pass ce soir, mais l'objectif, il est double, puisqu'on va vous donner la parole, on vous présente le pass, mais on va également vous laisser la parole de façon à recueillir vos observations, et ça va nous permettre également d'amender notre document avant de le présenter aux personnes publiques associées, donc ça sera la prochaine étape. Voilà, donc je crois qu'on a encore une diapositive. Voilà, la méthode d'élaboration. Donc aujourd'hui, on fait un point d'étape, on est bien d'accord, c'est une présentation, mais c'est également une concertation puisque vous allez pouvoir vous exprimer. C'est un point d'étape avec les différents maires, donc les 17 maires des communes. On a donc entamé cette élaboration depuis 2019, je l'ai dit pour la 3e fois. Voilà, donc il y a le bilan de cette concertation est en ligne, je vous l'ai dit également tout à l'heure, et suite au renouvellement des équipes municipales en 2020, nous avons eu donc de nouveaux temps de travail, mais tout ça, donc, vous pouvez retrouver tous les documents qui en sont ressortis sur le site internet. Voilà, donc sur la base de ce document de travail que vous avez pu télécharger, que vous pouvez consulter, hein, nous organisons donc cet échange ce soir. Voilà, donc l'objectif... Je vais laisser la parole à monsieur Doué qui va vous décliner un petit peu, vous présenter ce pass plus en détail. Et puis je crois après donc le cabinet public qui est spécialisé dans la concertation animera les temps d'échange. Voilà, j'espère que ça sera le plus constructif possible et qu'on pourra vous apporter le maximum d'éclairage. Vous voulez prendre la parole ? Non, merci, c'était parfait sur la concertation. Et effectivement, à la fin, on vous donnera aussi les dates. Et il y a déjà 2 dates qui ont été fixées, les 7 et 8 avril, les 14 et 15 avril pour des ateliers avec le grand public. On vous donnera plus d'éléments et de précisions d'ici là, mais c'est déjà des dates qu'on pourra booker, qui seront intégrées sur le site du Cibarval. Et on vous refera une précision en fin de présentation sur les modalités de concertation et les différents temps sur le printemps de cette année. Mais je vous laisse la parole, monsieur le directeur, du coup, sur le pass et sa présentation. Oui, bonjour à tous. Je vais en effet décliner les différents sujets, différents axes et objectifs qui ont été travaillés avec les 17
les 17 maires et les élus du territoire. Tout d'abord, vous rappelez l'élaboration et la prescription de ce SCOT en juillet 2018. Le Code de l'urbanisme nous impose de lister les objectifs qui animent les élus et qui les engagent à élaborer ce SCOT. Donc évidemment, engager la transition énergétique du territoire, puisque en parallèle du SCOT, nous avons élaboré et nous mettons en œuvre le plan climat-énergie. Travailler à l'amélioration de la vie quotidienne, également le respect du patrimoine paysager et écologique du territoire, et puis travailler à l'économie, à une économie qui soit attractive, performante et durable. C'était les termes de la prescription et de la délibération du 9 juillet 2018. Donc à partir de ces objectifs initiaux, donc nous avons travaillé le diagnostic et maintenant nous avons affiné ces enjeux avec tout d'abord un axe qui est transversal qui concerne la transition écologique. Comme je vous le disais, nous portons le plan climat et donc à ce titre, nous avons déjà identifié un certain nombre d'enjeux que nous reprenons dans un chapeau général à ce SCOT. Pour répondre à la transition et s'engager dans la transition énergétique et écologique, il y a plusieurs réponses qui sont déjà apportées. L'armature urbaine qui est multipolaire. Vous savez que nous ne sommes pas dans un territoire classique sur l'armature, c'est-à-dire avec une ville-centre, une première couronne, une deuxième couronne. Ici, nous avons un chapelet de communes avec des services et des équipements de première nécessité permettant aux habitants de trouver localement tout ce dont ils ont besoin. C'est la limitation de la consommation d'espace, des espaces naturels, agricoles et forestiers, nous y reviendrons tout à l'heure. Le développement économique du territoire, c'est créer de l'emploi sur place pour éviter que les habitants soient contraints de prendre leur voiture pour aller sur la métropole bordelaise pour aller travailler. C'est affirmer la production d'énergie renouvelable sur le territoire, donc là aussi cette production sera encadrée. La question de la mobilité, évidemment, qui est prégnante sur ce territoire, et la gestion raisonnée des ressources, et en premier lieu l'eau, qui est précieux sur le territoire. Et donc là aussi, c'est un enjeu transversal qui chapeaute l'ensemble des trois axes que je vais vous proposer. Le premier axe, il s'intitule « Préserver », donc il touche toutes les questions de l'environnement, avec un premier objectif qui concerne les écosystèmes, un deuxième qui est spécifique à la qualité et à la quantité de l'eau, le 3 sur l'énergie et 4 sur les risques et 5 sur le changement climatique. Sur ce premier objectif, la préservation des écosystèmes, nous avons sur le territoire un certain nombre de zones qui sont réglementées. Vous avez entendu parler de Natura 2000, mais il y a aussi des SNIEF, les ICO, etc. On a une douzaine de réglementations qui existent sur le territoire et qui sont déjà des périmètres qui s'imposent aux documents d'urbanisme. Mais au-delà, nous sommes en capacité, dans le SCOT, mais aussi dans les PLU, d'aller protéger d'autres secteurs qui auraient une sensibilité environnementale intéressante ou qui serait un espace à préserver au sein d'un espace urbain. Par exemple, un bois ou un parc qui serait préservé de l'urbanisation dans les villes. Ensuite, nous avons un objectif de réduction du rythme de consommation d'espace. Donc la présidente évoquait la loi climat et résilience qui nous fixe un objectif de moins 50% de consommation foncière. Donc très simplement, la loi nous demande de calculer l'ensemble de la consommation d'espace des 10 dernières années, et simplement de le diviser par 2 ce chiffre, ce qui nous donne l'enveloppe maximale de consommation pour les 10 ans à venir. Donc à 2030, et comme on se projette à 2040, l'objectif de la loi étant d'aller vers le zéro artificialisation, eh bien, il va falloir qu'on réfléchisse à la tendance, comment on travaille cette trajectoire vers le zéro entre 2030 et 2040. Donc aujourd'hui, ça reste un objectif global. Tous ces éléments seront travaillés dans le détail dans le cadre de la 3e phase donc du document d'orientation et d'objectifs. Dans cet objectif premier, on est évidemment soucieux de préserver les corridors écologiques.
également de travailler sur ce qu'on appelle la trame noire, donc en ce qui concerne la baisse de la pollution lumineuse, et qui passe très concrètement par l'extinction de l'éclairage public dans certains secteurs. Donc ça, c'est un travail que nous menons avec le parc naturel régional. Le rôle de la forêt, le rôle des milieux marins, et puis toute l'insertion paysagère et environnementale du développement et de l'aménagement urbain qui est en cours sur le territoire. Donc, dans le projet d'aménagement stratégique, nous avons des cartes de synthèse qui permettent de synthétiser tous les enjeux, et là, en l'occurrence, les enjeux de préservation des écosystèmes, avec des corridors. Voilà, on parle de trames vertes et bleues. En fait, ce sont des corridors écologiques qui sont là matérialisés par des flèches et qui trouveront derrière une déclinaison dans les PLU avec des zones naturelles, tout simplement, ou agricoles, qui seront préservées de toute urbanisation. L'objectif numéro 2 concerne donc la quantité et la qualité de l'eau, donc sujet important. Nous travaillons avec le département et toutes les commissions locales de l'eau du territoire pour préciser les prescriptions qui s'imposeront demain aux documents d'urbanisme, pour à la fois garantir que l'accueil de nouvelles populations, de nouvelles activités est permise grâce à une quantité d'eau qui se trouve en souterrain dans les nappes phréatiques sur notre territoire, donc en quantité suffisante, mais aussi veiller à la qualité de l'eau, parce que l'exutoire, c'est le bassin d'Arcachon, et donc en amont, toutes les activités qui pourraient être polluantes doivent être encadrées pour éviter toute pollution qui aurait un impact sur d'autres filières, évidemment la filière ostréicole, mais aussi touristique. Favoriser les économies d'énergie, donc l'objectif du plan climat qui est déjà approuvé, qui est en œuvre, c'est de réduire les consommations d'énergie. Donc là aussi, nous aurons à trouver des réponses sur l'ensemble des secteurs pour réduire les consommations d'énergie. L'objectif 4 concerne les risques. Donc il y a énormément de types de risques sur le territoire, la submersion marine, les risques d'inondation, les feux de forêt, les risques technologiques. Et donc tous ces risques sont sont travaillés dans des documents donc de plans de prévention des risques sous maîtrise d'ouvrage de l'État, et donc qui s'imposent à nous. Donc toutes ces cartographies et ces zonages s'imposent à nous, et donc on va devoir le traduire là aussi dans les documents d'urbanisme. Et ensuite, un objectif qui est nouveau et qui s'impose à nous aussi depuis la loi climat et résilience, c'est réfléchir aux effets du changement climatique sur l'ensemble des secteurs du territoire. Donc, c'est d'abord réduire le changement climatique par l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, au-delà du diagnostic, c'est essayer de trouver là aussi des réponses en fonction des secteurs émetteurs. Donc évidemment la mobilité, mais aussi le résidentiel et le tertiaire. C'est renforcer le stockage carbone par la préservation des espaces forestiers ou des prairies. Et ensuite, en fonction des conséquences du changement climatique, c'est essayer aussi de trouver des réponses pour garantir la qualité de l'eau, anticiper les risques de submersion marine et d'érosion du trait de côte, travailler aussi à adapter le territoire au risque d'inondation, remontée de nappe, risque feu de forêt également. Et puis, deux autres éléments concernent le développement des nouvelles espèces. Alors, dans les documents d'urbanisme, c'est difficile d'avoir des réponses, mais il faut aussi l'évoquer. Nouvelles espèces, c'est le développement du moustique tigre, mais aussi l'évolution des espèces forestières qui évoluent aussi dans le temps. Et donc, ça fait le lien avec le dernier point qui concerne les filières économiques qui doivent aussi, qui devront s'adapter au changement climatique et peut-être évoluer pour répondre à ces effets. Donc voilà globalement ce premier axe avec les différents objectifs. On a prévu un temps d'échange animé par Air Public à la fin de chaque axe. Donc,
Oui, Et merci cela. beaucoup. L'idée, c'est effectivement qu'après chacun des trois axes, on ait un petit temps d'échange qui peut aller jusqu'à une vingtaine de minutes. Donc, ça permet de poser pas mal de questions et puis éventuellement, si vous avez besoin de compléments sur les différents sujets. Donc, cette fois-ci, malheureusement, les équipes techniques s'en excusent, mais on n'aura pas de questions qui viennent de Facebook puisque la retransmission ne peut pas avoir lieu. Mais peut-être que vous serez représentant aussi de certaines questions de personnes que vous connaissiez et qui voulaient venir ce soir. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre quelques questions. On va peut-être prendre deux questions par deux questions, en tout cas s'il y en a, et on répondra dans la foulée. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous parliez des corridors écologiques. Ma question est comment peut-on faire des corridors écologiques quand on clôture la forêt? Merci. On va prendre une deuxième question s'il y en a une, avant de répondre. Devant, oui. Sur la réduction de consommation d'énergie, ça me paraît tellement évident. Et en fait, moi, ce qui me désole, c'est qu'on on en parle depuis des années, mais sur le bassin d'Arcachon en général, sans nommer telle ou telle ville, jamais, ou encore, enfin, très peu d'élus ou de conseils municipaux ont contraint les constructions immeubles ou de maisons à faire en sorte qu'il y ait effectivement de la récupération d'eau, de l'obligation obligatoire, les énergies solaires, par exemple. Et donc c'est très bien, c'est bien, mais il était temps. Mais est-ce qu'on va aller jusque là? C'est-à-dire en fait la contrainte en matière de matériaux, en matière de récupération d'eau, en matière de fabrication d'énergie solaire, donc durable, non carbonée. Voilà des choses très concrètes que l'on pourrait imaginer, même si les conséquences seront évidemment une plus-value au niveau des constructions, mais à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut et aller jusqu'au bout, effectivement, de cette idée de réduire les consommations d'énergie. Commençons déjà par contraindre les promoteurs immobiliers et les individuels. D'accord, merci. Madame la Présidente, je vous propose de répondre peut-être déjà sur la question de la forêt et ensuite sur Alors, oui. cette question des contraintes. Et on aura d'autres questions après, pas de souci. Ah, si ça complète la première, effectivement, allez-y. Je vais être peut-être un peu provocateur, et innovateur. Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de cette occasion pour prendre le temps de repenser à la gestion forestière dans sa globalité, au point de vue économique et écologique? Je précise ma pensée. Actuellement, on a une forêt en monoculture, le pin. Au point de vue écologique, c'est le pire qu'on puisse avoir. Le pin, il grandit très vite, mais par sa structure, il stocke très vite du carbone, mais en quantité, c'est désastreux. Il y a d'autres essences qui pourraient en profiter. Et on pourrait avoir des essences avec un plus fort potentiel au niveau économique. Donc on pourrait aussi installer du feuillu près de l'habitat, en lisière aussi des forêts, pour préserver contre l'incendie. On pourrait également, avec les forêts de pin, revaloriser le gémage, qui pourrait être une source importante. Et également, alors là je touche un point sensible, vu la surface des parcelles de forêt que l'on a qui se réduisent de plus en plus et qui ont été réduits au fur et à mesure des héritages, est-ce qu'il pourrait être censé de faire un remembrement ou peut-être une action par actionnariat pour préserver la propriété de chacun, donc qui nous ferait une meilleure gestion économique de cette forêt. Voilà. Merci, on va répondre sur ces questions, on prendra d'autres après. Alors, pour répondre à madame, vous parliez de la clôture des forêts, hein, c'est la première question qui a été posée, mais ça c'est le document d'urbanisme qui prescrivent ce genre de règles, c'est-à-dire les PLU, hein, c'est pas du ressort du SCOT. Donc là, c'est les plans locaux d'urbanisme qui permettent de clôturer les forêts.
ou pas, ou pas. Voilà. Euh, Ensuite, c'était sur la convention d'espace, hein, c'est ça, de contraintes. Non, sur les contraintes qui étaient Les contraintes. Alors, les contraintes, la récupération d'eau. en fait, on pourrait, nous, à la limite, on pourrait dans le SCOT faire des prescriptions, des prescriptions que ensuite les BER seraient obligés de retranscrire dans les PLU. Voilà, pour certaines contraintes, effectivement, pour les énergies renouvelables, pour le photovoltaïque, pour éviter les pertes d'énergie, pour l'architecture, voilà. Mais on ne pourrait que faire des prescriptions qui après seraient retranscrites au niveau du PLU. Après, monsieur, là, tout ce que vous nous dites est fort intéressant, mais là, on dépasse largement le cadre du SCOT. Tout ce qui est gestion forestière, c'est pas dans la compétence du SCOT. Je suis d'accord avec vous. Pour la monoculture du pin, on va pas refaire l'historique. On sait comment c'est arrivé sur notre bassin. C'était une nécessité. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'emplois directs et indirects. La production de forêt. Et puis aujourd'hui, il y a quand même après je passerai la parole à monsieur Bourreau qui pourra compléter ce que je dis, mais il y a des expérimentations qui sont faites justement pour planter d'autres espèces sur notre territoire, notamment des espèces qui sont plus résistantes au changement climatique. Donc, nous à Lanton, on a un programme qu'on fait en partenariat avec Neoterra, qui est une action qui est menée au niveau régional, et avec l'INRA aussi. Et donc, ce sont des espèces qui arrivent surtout du Portugal, de l'Espagne, enfin, et qui sont plus résistantes au changement climatique. Voilà, Bruno. Juste, Gérard, sur la partie forêt. Moi, je vais répondre surtout sur la partie des forêts communales, puisqu'on est gestionnaire via l'ONF. Des études sont déjà en cours. D'abord, par rapport au changement climatique, le fait est, c'est que la monoculture du pin aujourd'hui répond plus forcément à l'évolution des climats tels qu'ils vont arriver. L'ONF anticipe, mais pas que ici. On anticipe dans l'Est, on anticipe dans le Sud, on anticipe un petit peu partout, avec un changement de culture et ne plus passer en monoculture, mais passer justement avec des cultures, que ce soit du feuillu, avec d'autres espèces aussi de pin. Mais voilà, il y a déjà un gros effort qui est fait cette année au niveau de parcelles communales, des parcelles importantes par l'ONF. Après, sur les barrières végétales autour des monocultures, c'est fait, tu le sais, c'est fait déjà depuis quelques années, ne serait-ce que pour combattre le scolyte. C'est-à-dire que ça fait déjà quelques années quand même qu'il y a des plantations. Je pense que toutes les équipes municipales confondues ont lancé des programmes justement soit pour protéger des vents dominants, pour éviter justement les effets tempêtes, mais aussi pour amener aussi de la biodiversité à l'intérieur des parcelles. Ça, c'est commencé. Par contre, le changement de culture, nous, on n'est pas une forêt comme les autres, on est une forêt de culture, une forêt économique. Ça veut dire qu'on en a besoin, il y a des gens qui en vivent, beaucoup. Il y a des collectivités qui en vivent aussi, parce que c'est aussi des recettes pour les collectivités. Donc on reste sur de la culture, c'est-à-dire qu'on est sur de l'agriculture de l'arbre, mais on est quand même sur une notion économique, on n'est pas sur une notion, la forêt, où alors on peut aller s'y promener, mais ce qui n'empêche que c'est pas ça l'essentiel. Mais par contre, aujourd'hui, il y a un vrai travail de fond qui est fait par l'ONF, qui est fait par l'INRA, qui est fait par les différents intervenants sur le domaine forestier, pour avoir pour avoir justement de nouvelles essences, et puis peut-être aussi, peut-être à terme modifier les sols et permettre encore l'arrivée de nouvelles essences. Donc je pense que ça, les gens en ont pris conscience, enfin les gestionnaires de la forêt en tous les cas en ont pris conscience. Moi, je voudrais juste sur ce que vous avez dit sur la partie énergie. Je pense que quand même il y a des choses qui avancent. On le voit aujourd'hui avec la RT 2020 qui est rentrée en action là. Ça va aussi changer la donne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les constructeurs ne peuvent plus se comporter comme avec les RT d'avant. Donc les choses avancent certainement pas assez vite. On l'entend, mais il y a des choses qui avancent. On voit bien aujourd'hui, tout le monde a déposé ses dossiers avant le 31-12 pour pas prendre. Mais ceux qui arrivent maintenant, de toute façon, n'y échapperont pas. Donc les choses avancent. Les bâtiments vont être moins consommateurs d'énergie. On a de plus en plus de projets aujourd'hui. On en a encore parlé ce matin de projets de construction à énergie positive. Ça veut dire que tout ça avance doucement, mais ça avance bien. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde en a pris conscience. Donc, il n'y a pas de raison que... Voilà, il y a une génération qui nous pousse et qui va nous pousser à aller encore plus loin, je crois. Voilà.
C'est-à-dire Il y a également, au niveau des intercos, on a mis en place des plateformes de rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'on donne des conseils aux habitants et pour justement pour faire de la rénovation, pour qu'il n'y ait pas de perte d'énergie, parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de bâtiments aujourd'hui qui, on chauffe pour rien en fait. Donc on essaye de pallier en donnant des conseils, en apportant des aides également et en aidant les gens à monter les dossiers aussi pour essayer de résoudre ces problèmes, surtout sur les vieux bâtiments. Merci. Je crois que vous vouliez compléter votre question peut-être avec un micro, puis après on prendra d'autres questions dans la salle. Allez-y. En dessous, en bas, je pense. Oui, ce qui est peut-être un petit peu dommage sur ces aspects concrets de réduction de consommation d'énergie. Effectivement, mais merci. Trouver d'autres façons, comment dire, d'alimenter en énergie l'habitat. C'est dommage que ce soit juste une prescription. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que quelque part, si le SCOT, je dirais l'organisation territoriale ou les organisations territoriales ne vont pas dans la contrainte, c'est-à-dire dans l'obligation, on reste dans la prescription, hein, c'est ce que vous disiez, Madame la Présidente, et je ne peux que, à titre personnel, le déplorer. Ça veut dire qu'effectivement, chaque maire fait ce qu'il veut, on va continuer encore. Alors, sauf effectivement dans le cadre de l'amélioration effectivement des contraintes énergétiques RG 2020, d'accord. Mais est-ce que cette RG 2020 va jusque-là, récupération d'eau, solaire, etc. Il faut aller jusqu'au bout de toutes les possibilités technologiques qui vont nous permettre de protéger la planète. Voilà, c'est mon avis. Merci. On va prendre peut-être une deuxième et troisième question avant de répondre. C'est pas la peine de courir. Oui, bonsoir tout le monde. J'avais participé il y a quelque temps à 2 ateliers au sujet de ce SCOT. J'avais soulevé l'incohérence entre les enjeux et les objectifs. Le cabinet d'études qui avait fait cette étude avait confondu enjeux et objectifs. Alors, je suis surpris aussi que ce soit les élus qui ont été décideurs sur la politique à mener. Alors, les élus ont changé entre-temps. Je ne sais pas si les nouveaux ont suivi la même politique. Mais ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas eu de référendum vis-à-vis du peuple ou des citoyens concernés pour confirmer cette politique. Ce que je remarque également, c'est que vous avez fixé des objectifs, effectivement. Jean Guillaume, le premier que je peux lire, préserver le socle structurant des écosystèmes. Alors, ça veut dire quoi? Et quels sont les moyens chiffrés que vous pouvez soulever ou définir pour, justement, je me répète, définir les objectifs? Pour moi, c'était incohérent et on part à l'aventure. Parce que, une première remarque que je peux faire. Merci. On va prendre une question qui est juste devant et après on répondra aux 3 questions qui ont été posées. Oui, bonjour messieurs, dames, madame la présidente, monsieur le directeur. Je voudrais réagir en fait sur le slide que j'ai juste en face de moi. Je vais me présenter peut-être préalablement. Je m'appelle Ulrich Schofflet, je représente une association qui s'appelle Audange Citoyenne. Donc, ce sur quoi j'aimerais réagir, en fait, c'est sur un des objectifs présentés devant nous, à savoir prévenir les risques pour protéger les populations. Vous avez également présenté dans votre tout premier slide la nécessité que le SCOT s'inscrive sur un socle législatif, donc avec plusieurs lois. La loi littorale, bien entendu, en fait partie. Je me remémore en fait une réunion que vous avez organisée donc au Cibarval, dans lequel vous avez fait participer Monsieur Daniel Compagnon, vice-président d'Acclimatera, qui était d'ailleurs une réunion extrêmement intéressante. Et s'il y avait simplement une chose que je retiendrais en fait de cette réunion, c'était une sorte d'injonction en fait qu'il nous formulait, à savoir l'ennemi prioritaire à combattre, c'est l'étalement urbain, véritablement. Donc là, on parle également, je dirais, de consommation d'espace, de consommation de foncier. Or, on peut s'apercevoir que certaines communes, Audange en fait partie, ne jouent pas le jeu.
Pourquoi ne joue-t-elle pas le jeu? Car depuis plus de 10 ans maintenant, la loi littorale n'y est pas respectée. L'État le sait. La mairie a délivré de nombreux permis qui ne sont pas conformes en fait à la loi littorale. Donc là se pose véritablement la question de savoir, je dirais, ce que l'on doit faire et en termes de responsabilité. Comment imaginer en fait la construction d'un territoire et d'un vivre ensemble lorsqu'une mairie ne tient même pas compte en fait des préconisations? Vous allez me dire c'est un avis, mais l'avis de l'autorité environnementale, c'est quand même quelque chose d'important. Lorsqu'il est écrit que vous allez avoir des risques majeurs en fait d'inondation par remontée de la nappe subaffleurante, des risques de gestion des eaux usées, des risques de surconsommation des ressources naturelles, et je pense bien évidemment à l'eau, qui est un enjeu majeur. Or, cette commune aussi a reçu une mise en demeure préfectorale pointant du doigt une surconsommation de plus de 60%. Voilà, tout ceci, si vous voulez, et je trouve véritablement inquiétant, d'autant plus inquiétant que la stratégie de certaines communes, dont Audange, clairement, est de continuer cet étalement urbain, et c'est là que je vous pose la question, Madame la Présidente, parce que la stratégie, en fait, est d'attendre du SCOT la reconnaissance de ces hameaux, qui étaient pointés, en fait, comme des zones inconstructibles par l'État. On attend, je dis la mairie attend du SCOT la reconnaissance, en fait, de ces hameaux comme des zones déjà urbanisées pour pouvoir continuer d'étendre son étalement urbain. J'aimerais entendre, Madame la Présidente, votre position par rapport à cette stratégie, tout en sachant que les enjeux, vous les avez vous-même rappelés, de préservation, en fait, par rapport aux risques, et on sait très bien que produire, on imperméabilise, et donc si on imperméabilise, on augmente d'autant les risques d'inondation. Merci pour votre réponse. Merci, je vous propose de répondre à cette question, puis après on reviendra sur l'objectif numéro 1 à détailler. À quelle question voulez-vous que je réponde? Parce que ça fait beaucoup. Là. Celle qui vient d'être posée dans un premier temps, peut-être à l'instant. À l'instant, donc, oui, effectivement. Ouais. Donc, tous les points que vous venez de soulever, monsieur, en fait, c'est le volet littoral. Hein, c'est le volet littoral du SCOT que nous sommes en train aujourd'hui de travailler et d'intégrer dans les prescriptions en fait de la littorale, elles sont intégrées dans le SCOT. Donc, si vous voulez, la stratégie pour nous, elle est simple, c'est le respect de la loi littorale. De toute façon, s'il y a des choses, je suis pas là pour juger ce qui a été fait dans d'autres communes. C'est pas le lieu aujourd'hui ni l'endroit, puisque nous, le SCOT, on travaille pour l'ensemble du territoire. Donc, effectivement, le volet littoral ne concerne que 2 intercommunalités sur 3, puisque le Val de l'Air n'est pas soumis à la loi littorale, il n'y a que la Cobas et la Coban, mais nous travaillons ce volet littoral au niveau de chaque interco, et également nos techniciens travaillent avec chaque commune, hein, point par point, effectivement, pour poser les règles et le respect stricto sensus de ces règles. Maintenant, vous savez que pour reconnaître, faire passer ces hameaux en SDU, c'est-à-dire en secteur déjà urbanisé, il y a des critères qui sont définis par la loi, et donc ces critères seront appliqués à la lettre. Si certains hameaux peuvent être considérés, s'ils remplissent les critères, ils seront inscrits en SDU. S'ils ne peuvent pas, ils ne seront pas inscrits. Voilà, nous travaillons dans le strict respect des prescriptions de la loi littorale. Et du coup, il y avait une question de précision sur l'objectif 1 de préserver le socle structurant des écosystèmes, ou peut-être en revenant sur ce moment-là de la présentation, monsieur le directeur, oui, pour le préciser, ou comme vous voulez. Oui, Oui, sur ce premier objectif, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va repartir des zonages réglementaires qui existent et qui s'imposent à nous. Donc, je citais Natura 2000, je citais les zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique, ce qu'on appelle les SNIEF, mais voilà, il y a une dizaine de réglementations qui existent et qui s'imposent à nous, et c'est ça qui est notre socle de préservation de la biodiversité. Ensuite, les études environnementales peuvent pointer un secteur avec une sensibilité environnementale qui nécessite une protection supplémentaire ou complémentaire. Donc c'est ce qu'on va cartographier dans le SCOT et ensuite traduire dans les documents d'urbanisme. Donc la préservation de ce socle structurant, c'est à la fois les zonages réglementaires, mais c'est aussi l'ensemble d'autres zones qui ont une sensibilité environnementale intéressante, donc justifiée par des diagnostics de biodiversité et qui nécessitent une protection
en zonage naturel ou naturel protégé ou en espace boisé classé, etc. Enfin, tous les outils dont on dispose dans les documents d'urbanisme et principalement dans les PLU. Merci. On avait, tout à l'heure, il y avait une dernière question au fond de la salle. Non, c'est bon. Monsieur, je crois, pour un micro. Et après, on essaiera de passer à l'axe suivant dans lequel il y aura à nouveau un temps de questions et d'échanges. Non, c'était plus, on m'entend là, oui. C'était plus une remarque qu'une question. C'est que j'ai un peu l'impression que, en fait, ces 5 objectifs, on pourrait les appliquer à un peu tous les territoires. Préserver le socle structurant des écosystèmes, garantir la qualité, ressources en eau, etc. Je sais pas, la métropole de Bordeaux doit avoir des objectifs qui sont pas très loin de cela. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment, pour chacun de ces objectifs, et ils peuvent se décliner en fonction des conditions locales. Et c'est là où certainement se trouve la difficulté. Enfin, je pense. Vous avez raison, effectivement. C'est un petit peu le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que nous avons des lois qui nous sont imposées. La mise en œuvre de certaines lois, effectivement, il n'y a pas de différenciation au niveau des territoires. La loi, elle doit s'appliquer, en théorie, globalement, sur tout le territoire, surtout le territoire français, hein, national. Donc, effectivement, la seule façon que nous avons, nous, de différencier, c'est dans le document d'objectifs et d'orientation et d'objectifs, qui sont justement les prescriptions au niveau local. Nous, notre capacité à adapter en fait ces règles nationales au niveau local, ça va être dans le CD d'OZO que nous allons rédiger à partir du premier trimestre 2022. Donc, ça sera des règles spécifiques et ça sera des réglementations, voilà, qui devraient après être déclinées dans les PLU locaux ou les PLUI intercommunaux. Voilà. Effectivement, ces réponses plus précises sont dans l'étape suivante du SCOT. Je vous propose peut-être de passer à l'axe suivant sur la partie... allez-y. Reposez-la. Oui, pour la préservation de l'espace. Donc, le PADD prévoyait une certaine surface, 1000 hectares si je n'ai pas de mémoire. Donc, le PSA va de réduire de moitié d'ici 2040, c'est-à-dire 500 hectares pour tous les territoires du Cibarbat. Non ? Je ne sais pas ce calcul-là. C'est 50% de ce qui a été consommé depuis 10 ans. Consommation. Donc, nous avons à avoir quand même une restriction chiffrée. Chiffrée de la consommation d'espace, mais pas des espaces forestiers. Non, ce qu'on appelle, excusez-moi, je vais prendre mon papier, l'artificialisation des terrains. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est cette artificialisation des terrains concerne uniquement l'habitat ou elle englobe aussi également, sachant qu'il y a des communes qui vont avoir l'obligation de tenir les 25% de logements sociaux, donc ils vont consommer déjà, enfin les communes actuelles, plus les communes à venir, d'ici 2040, qui auront plus de 15 000 habitants. Donc ils vont être déjà obligés de consommer une grande partie de cette facilité. Est-ce que dans cette capacité foncière qui sera réservée, ça accueille exactement aussi l'installation de nouvelles entreprises et les nouveaux équipements collectifs? Ou si c'est à part, si c'est bien simple. Et on a calculé la consommation d'espace sur l'ensemble donc des 3 intercommunalités des 10 ans passés, et l'État nous impose de consommer dans les 10 ans à venir 50% de consommation en moins d'espace. C'est-à-dire que si nous avions 1000, nous ne pourrons aujourd'hui consommer que 500. Et effectivement, ça prend en compte les logements sociaux également, ça prend en compte les infrastructures, ça tient compte, je ne sais pas, s'il faut par exemple une nouvelle caserne, s'il faut un nouveau lycée, un nouveau collège, les routes, le développement économique. Voilà, donc ça s'applique à l'ensemble sans distinction. On doit donc consommer 50% d'espace en moins.
Et concernant, à ce moment-là, la répartition entre les 17 communes, est-ce qu'il y a des modalités qui sont prédéterminées, imposées, ou c'est libre choix? Alors, ça va être concerté, ça ne va pas être imposé. Et c'est là l'enjeu de tout le travail. C'est, voilà, ça, c'est un travail de fond. Alors, non. D'accord, On se revoit tous les 15 jours. voilà. Et ensuite, on va voir comment on va se répartir. Mais de toute façon, non. De toute façon, non, parce que je suis garante de tout ça, dont ça se finira. Non, mais de toute façon, il faut prendre en compte certains territoires. Certains territoires sont déjà fort urbanisés, d'autres beaucoup moins. Des territoires qui sont beaucoup plus grands que d'autres. Et puis même au niveau infra, je veux dire, au niveau communal, il y a des communes qui ont des superficies déjà petites et des structures de communes qui sont déjà des villes au niveau urbanistique, et d'autres communes qui sont encore des villages. Donc il y aura une répartition intelligente en fonction aussi des besoins de chacun. Ça doit être cohérent. C'est un travail d'ensemble. On va prendre la toute dernière question sur cet axe. Et on aura d'autres temps d'échange après sur les autres axes pour pouvoir poser des questions. Alors, je ne vais pas faire un concours l'épine de l'artificialisation des sols. Est-ce que les routes aussi font partie? Donc une commune qui veut faire une piste cyclable, par exemple, va devoir rogner sur son parc. Ça rentrera dans la consommation d'espace. Donc c'est un gros problème pour nous. Regarde, une commune. Alors on a obtenu de l'État une réponse qui nous a dit que quand il y avait un équipement d'intérêt national, ça ne serait pas comptabilisé. Par exemple, une prison, par exemple, caserne de gendarmerie, ça ne sera pas comptabilisé. En revanche, un collège ou un lycée sera comptabilisé. Donc, imaginez un peu l'espace qu'il faut, la superficie qu'il faut pour un collège ou pour un lycée. Une commune qui va l'accueillir, elle va être bloquée pour voilà. Donc, jusqu'à 2040, le bar, par exemple. Vous voyez, donc c'est un peu cette incohérence. Effectivement, les routes, les infrastructures, tout est comptabilisé. Et ça nous pose un gros problème. Voilà, et c'est là-dessus qu'on bataille. Merci. Je vous propose donc de passer à l'axe suivant et on prendra peut-être d'autres questions dans les autres temps par la suite pour qu'on équilibre un peu les temps de parole. Mais j'ai bien noté vos deux questions. Trois. Merci. Allez-y, monsieur le directeur, sur l'axe accueillir. Les questions que vous allez poser vont revenir forcément avec les axes suivants, parce que ça formène tout de toute façon. Oui, le deuxième axe s'intitule Accueillir, donc, et regroupe trois objectifs qui concernent d'abord l'armature urbaine. Je vous en parlais en introduction tout à l'heure sur ce chapelet de villes et villages que nous avons sur ce territoire, et donc concerne également l'accueil des nouveaux habitants. L'objectif 7, garantir l'accueil qualitatif des visiteurs, donc là c'est le volet plutôt touristique du territoire, et l'objectif 8, mais qui est très complet, concerne la question des mobilités. Sur l'objectif 6, donc, cet objectif concerne d'abord la croissance démographique. Le souhait des élus a été et de freiner l'accueil des nouvelles populations, puisqu'aujourd'hui, depuis 20 ans maintenant, sur l'ensemble du territoire, nous sommes sur une progression d'à peu près 1,9% par an, une population, donc nous accueillons entre 2000 et 3000 habitants nouveaux chaque année, donc une croissance démographique qui est forte, et donc les élus souhaitent vraiment freiner cette croissance démographique. Donc le frein, c'est pas de passer de 1,9 à 0, c'est voilà, d'être dans une phase en deux temps, à 2030 être à plus 1,3% à l'échelle du territoire, et ensuite une deuxième phase entre 2030 et 2040 à plus 1%. Une fois qu'on a défini le nombre d'habitants à accueillir, nous devons travailler sur le nombre de logements aussi à créer, et travailler à la répartition de ces nouveaux habitants sur l'ensemble des communes, et évidemment réfléchir au foncier à mobiliser. Donc sur la production de logements, on est sur la production de 20 000 nouveaux logements, mais ces 20 000 logements sont créés pour accueillir les nouveaux habitants. Il faut savoir que dans le jargon technique, on appelle ça le point mort, c'est en fait pour garantir le même niveau de population, il faut créer du logement, parce que quand vous avez un divorce, mais avant vous avez besoin d'une maison, et bien après le divorce, vous avez besoin de 2 maisons.
mais vous avez le même nombre de populations. Donc ça s'appelle le desserrement des ménages, qui nécessite d'avoir une production, toujours avoir une production de logements pour garder le nombre de populations. Donc pour ces nouveaux habitants, donc la création de 20 000 logements, avec une définition des capacités d'accueil commune par commune, puisque là nous travaillons actuellement à recenser ce qu'on appelle le gisement foncier, c'est-à-dire toutes les parcelles qui sont libres dans le tissu urbain et qui peuvent accueillir du logement. Donc nous allons en priorité urbaniser ces espaces-là, et ensuite, en fonction des besoins, commune par commune, travailler à des extensions limitées. Ensuite, dans l'armature urbaine, on s'intéresse à la question commerciale. Donc, le territoire est structuré autour de 3 catégories d'espaces. Une centralité régionale qui a été définie donc par Nouvelle-Aquitaine, donc Arcachon-la-Teste, avec un niveau de service important et d'équipement qui est supérieur aux autres communes. Quasiment l'ensemble des communes qui sont des pôles territoriaux, donc avec un niveau d'équipement et un niveau de service qui répond aux besoins quotidiens. Et puis après, 2 centres-bourgs qui sont plus petits, donc à Samagne et Lugo, et qu'on a mis dans une catégorie à part. Donc cette armature territoriale va permettre derrière d'avoir des objectifs de production de logements, d'accueil d'emplois, peut-être des positionnements d'équipements lorsqu'il en manque. Et donc tout ça, ça travaillait dans le D2O. Toujours sur la question de l'armature urbaine et de l'accueil de nouveaux habitants. Dans l'accueil de nouveaux habitants, il y a aussi la question des saisonniers qui est prégnant sur le territoire. Donc nous avons un objectif spécifique sur ces besoins. Également, ce que la loi nous impose, la question du logement social, avec un objectif d'atteindre 20% des logements sociaux à l'horizon 2040, mais avec une déclinaison par intercommunalité qui est évidemment différente. La présidente évoquait en effet la COBAS qui est déjà concernée par la loi SRU, la COBAN qui risque d'être rattrapée par cette loi d'ici la fin du mandat. Donc ça veut dire que quand on se projette à 2040, il faut déjà anticiper ces futurs objectifs. Et puis la communauté de communes du Val-de-l'Air qui a aussi des besoins en termes de logements accessibles pour ces populations, qui n'est pas contrainte par la loi SRU, mais qui devra se fixer un objectif à atteindre à 2030 et 2040 pour la production de logements locatifs. Le renforcement du réseau commercial au niveau local et services de proximité, ça c'est un enjeu, un objectif assez général. Et puis maintenir le niveau de l'offre de santé, c'est aussi un travail qui est mené en lien avec le contrat local de santé qui est en cours de rédaction sur le territoire. Donc chaque document a sa thématique propre. Et donc là, en l'occurrence, c'est dans ce contrat-là que toutes les questions liées à la santé vont être traitées. Mais s'il y a des besoins en termes peut-être de foncier ou d'implantation de services ou d'équipements, on pourra évidemment l'inscrire dans le SCOT. Toujours dans cette armature urbaine, donc vous voyez que les objectifs sont plus ou moins sont plus ou moins importants et plus ou moins complets sur les sous-thèmes. Nous avons le sujet de l'armature commerciale qui s'inscrit aussi dans cet objectif, avec une armature qui est aujourd'hui assez claire sur le territoire. Nous avons 3 grandes zones commerciales à Arès, Biganos et La Teste, donc qui sont actées comme telles et qui seront renforcées si besoin. Nous avons ensuite des zones d'intérêt intercommunal avec des hyper-marchés qui sont à Gujan-Mestras et Mios, mais aussi le BARP, même s'il n'y a pas un hyper, mais qui est une zone d'intérêt intercommunal. Et puis ensuite, dans l'ensemble des villes et villages, des commerces de proximité au sein des bourgs. Donc cette armature, qui est actée dans le PAS, aura ensuite des prescriptions
sachant que d'ores et déjà, les élus se sont positionnés pour éviter toute extension de ces zones commerciales qui sont déjà importantes. Donc je citais Lattès, Biganos et Arès, de travailler à une offre commerciale si elle doit se développer dans l'enveloppe déjà actuelle, mais ne pas aller consommer plus d'espace sur ces sites-là. L'objectif 7, donc sur la valorisation touristique, l'objectif est vraiment de mettre en valeur l'ensemble des richesses du territoire. On a tous en tête voilà, Dunes du Pilat, les cabanes Chanquet, mais le territoire, c'est pas que ça, et notamment au sein du parc naturel régional, il y a des richesses à mettre en valeur et peut-être à travailler ou à faire connaître pour développer un tourisme qui soit peut-être plus rural ou un tourisme vert. Donc ça, c'est aussi un objectif. Et ce qui va avec, c'est garantir l'accueil qualitatif des visiteurs. Donc là aussi, s'il y a des projets touristiques, il faut qu'ils soient inscrits dans le SCOT, puisqu'on listait tout à l'heure tout ce qui comptait dans la consommation d'espace, mais ça en fait partie. Il y a la préservation du petit patrimoine aussi, des lavoirs, des croix, des murets, etc., qui pourraient être protégés dans le cadre des PLU. Donc là aussi, on peut avoir des prescriptions sur le sujet. Et puis, il y a l'aménagement des espaces de loisirs récréatifs, donc plutôt en espace naturel. Comment on accueille le public de façon intelligente, en préservant les espaces naturels, mais en les ouvrant quand même à la population locale. Donc là, c'est le volet tourisme, patrimoine, culture qui est dans cet objectif. Et puis l'objectif 8, il est important puisqu'il regroupe l'ensemble des enjeux en termes de mobilité, et ils sont nombreux sur le territoire. D'abord sur les projets d'infrastructures routières et ferroviaires qui sont en cours sur le territoire. Projet d'infrastructure routière, c'est le prolongement de la 660 sur le sud-bassin. C'est le travail autour des gares pour en faire des pôles d'échange sur notre 7 gares, et c'est réfléchir derrière au rabattement vers ces lieux. Des réflexions à approfondir, là en l'occurrence c'est, je ne sais pas comment on l'appelle, mais un projet de mobilité et de développement durable sur le Nord-Bassin, une voie de contournement. Enfin voilà, il y a cette question qui est posée aux élus du Nord-Bassin et sur lequel les maires travaillent. Mais s'il y a une infrastructure routière, elle doit être dans le SCOT. Et donc c'est aussi de la consommation d'espace, donc c'est aussi l'équilibre et le choix de la répartition de la consommation d'espace. Donc voilà, là c'est au sein de la COBAN que le sujet est traité. Sur les nouveaux services qui peuvent être apportés sur les solutions de mobilité, donc évidemment l'offre en transport en commun, en fonction des intercommunalités, puisque vous savez que, par exemple, la Cobas a un réseau de bus urbains, Baya, mais la Coban est en train de structurer son offre, et le Val-de-l'Air a plutôt des réseaux de bus mis en place par la région. Donc les situations sont différentes, mais il faut essayer d'arriver à coordonner tout ça pour offrir de meilleures solutions de mobilité aux habitants. Les alternatives à l'autosolisme, c'est peut-être le développement, même si ça a déjà été beaucoup aménagé sur le territoire, ce sont les parkings relais qu'on peut travailler. Et puis la pratique apaisée du territoire, c'est les aménagements des centres-bourgs avec peut-être des zones 30, un partage de la voirie avec des pistes cyclables. Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut aussi réfléchir à l'échelon communal. Voilà la cartographie de synthèse qui a été travaillée et qui reprend les différents enjeux en pointant les gares comme point d'accroche importante pour les déplacements, notamment vers la métropole bordelaise. Mais c'est le lien sud-bassin, nord-bassin, donc avec une solution qui devra être réfléchie. C'est la question des rabattements des communes du Val-de-l'Air à la fois vers Marcheprime et vers Biganos et le Sud-Bassin. Voilà, donc c'est tous ces enjeux-là, et à partir de cette cartographie de ces enjeux, de réfléchir dans la troisième étape aux prescriptions qui pourront s'appliquer sur
sur les différents échelons qui sont intercommunaux ou communaux, puisqu'en fonction des compétences, ça se réfléchit soit à l'intercommunalité quand c'est le développement économique, quand c'est la mobilité, et à l'échelle communale quand c'est d'autres types d'équipements ou de services. Voilà sur cet axe 2. Merci pour cet axe. Et on va du coup prendre peut-être les questions, si elles sont toujours d'actualité, les 3 questions qui avaient été, qui voulaient être soulevées. Il y avait aussi la dame devant. Peut-être madame devant tout d'abord. On va faire dans le sens, en allant vers le fond de la salle. Merci. Moi, je voudrais aborder le sujet de ce projet de construction d'un grand bâtiment de logistique qui serait peut-être implanté sur Belin-Bélier. Je ne vois pas comment on peut associer la préservation générale de l'humain et du vivant et la construction d'un tel bâtiment gigantesque qui en plus est prévu sur une zone humide. Merci. Je vais au moins répondre sur ce projet. D'abord, ça ne concerne pas directement le SCOT. 2, ça va le concerner dans la mesure où l'État, il aura un avis à rendre et que l'avis, il doit être conforme au SCOT. Donc on verra ce que dira l'État. Donc aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle un non-projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un dossier qui est déposé, qui, à mon sens, enfin tout du moins ce que j'en sais, n'est pas complet. Donc on va attendre que l'État réponde, et puis on verra à ce moment-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet, il y a juste un dépôt de permis de construire. On verra ce que ça donne après. Et lui, le permis de construire, il devrait être conforme, par contre, au SCOT. Ça, c'est évident. Non, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce projet, il a été déposé, d'abord il a été déposé avant les élections par une autre équipe municipale. Mais ça, peu importe. Aujourd'hui, l'État l'instruit. L'État devra l'instruire dans le cadre des lois et du SCOT en cours. On verra ce que ça donne à ce moment-là. Les questions de préservation seront vues à ce moment-là en fonction de la réponse de l'État. Je vous propose de prendre une deuxième question derrière. Merci. Oui, entre l'objectif 6 et l'objectif 7, il me semble qu'il y a quelque chose qui n'a pas été prononcé, c'est l'accueil des touristes. C'est-à-dire ce supplément de population qui va arriver sur le territoire, en particulier sur la zone la plus littorale, qui nécessite des infrastructures de circulation, de tout ce que vous voulez, production de déchets, ramassage, traitement. J'ai l'impression, quand je lis Sud-Ouest, qu'Arcachon est un petit peu en désaccord, enfin, n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que ce que je viens de lire. On parle d'hôtels 5 étoiles, de développer le tourisme, d'essayer d'accueillir encore plus. Et j'ai l'impression que ça n'apparaît pas entre le 6 et le 7. Le 6 sur la population, le 7 sur les infrastructures. Peut-être qu'on peut répondre déjà à cette question. Le problème du tourisme, enfin la question du tourisme est tout à fait abordée dans le SCOT, parce qu'il faut retrouver le slide sur lequel on en parle. Effectivement, nous avons un territoire touristique. Le tourisme fait aussi partie de l'économie locale. Hein, c'est générateur de beaucoup d'emplois annuels et puis aussi des emplois saisonniers. Effectivement, donc, mais je crois, monsieur, vous faites un petit peu une erreur d'interprétation. Alors, la politique que mène Arcachon au niveau touristique, c'est local, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. En revanche, vous savez que le CIBA, qui a également une compétence pour promouvoir le tourisme, travaille aujourd'hui avec l'accord des 10 maires, des 12 maires qui font partie aujourd'hui du CIBA. Nous travaillons tous sur un développement d'un tourisme de qualité. C'est-à-dire qu'on veut évidemment éviter le tourisme de masse, hein, qui n'est pas une bonne chose pour notre territoire, notamment pour la préservation de notre patrimoine et de notre environnement. Et on veut surtout travailler, tout à l'heure notre directeur l'a dit, sur un tourisme aussi des 4 saisons. C'est-à-dire qu'on ne veut pas du tout tourisme estival. On va essayer de développer un tourisme des 4 saisons et d'abord une activité aussi qui va d'abord profiter aux habitants du territoire avant de profiter aux touristes qui viennent de l'extérieur. Voilà.
Comment? Oui, mais on y travaille. Et vous savez qu'au niveau du CIBA, il y a une enquête également qui a été faite, que nous allons intégrer au niveau du SCOT aussi. Et nous travaillons également sur le logement des travailleurs saisonniers, justement parce qu'il y a beaucoup aussi aujourd'hui d'entreprises qui n'arrivent pas à embaucher suffisamment de personnel parce qu'ils ne peuvent pas se loger sur place. Donc là aussi, c'est une question que nous sommes en train de travailler avec le logement, parce que les loyers sont trop chers, parce qu'effectivement les gens préfèrent louer leur appartement ou leur studio ou leur maison à des estivants plutôt qu'à des travailleurs saisonniers. Un travailleur saisonnier, de toute façon, ne peut pas payer 500 € la semaine ou 1000 € la semaine, donc c'est pas possible. Donc on travaille aussi là-dessus. C'est quelque chose qui nous préoccupe largement. Mais croyez-moi, on est là, on est vraiment tous, les 17 maires, vraiment dans une volonté de développer un tourisme responsable, éco-responsable, et pour éviter absolument un tourisme de masse pour préserver notre environnement. Je crois que là-dessus, vous pouvez nous faire confiance. On va prendre une question au fond de la salle avant de revenir à vous, monsieur. J'ai bien noté. C'était moi? Oui, allez-y. Bon, je me demandais si le micro marchait. Bon, même remarque que précédemment, politique approuvée par des élus, encore une fois, et également sans référendum. Ce que je précise et je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tous les objectifs qu'il faut chiffrer. Et j'en ai vu 2, notamment sur la démographie, qui ont été chiffrés. Donc je ne pense pas que ce soit impossible. Maintenant, sur les mobilités, il faut faire attention. Il n'y a aucune étude de circulation qui n'est même en prévision, je pense. Peut-être, Monsieur le Président, y répondre. Juste sur les référendums. Si j'entends bien l'histoire des référendums... Oui, non, mais c'est un principe que j'évoque. Attendez, le premier des référendums, c'est l'élection. Et l'élection municipale, les élus, ils en sont issus. Donc le premier des référendums, c'est le choix des élus. Et les élus aujourd'hui sont là pour porter un SCOT. J'imagine un SCOT porté sur un référendum d'initiative citoyen. Ben, je vous assure que déjà, à 17, c'est compliqué. Mais alors là, à échelle d'un territoire, avec le nombre d'habitants, je ne vais pas dire que c'est impossible parce que c'est carrément de l'utopie et c'est du doux rêve. Je vais vous répondre, madame. Il va y avoir des ateliers qui sont organisés, donc je vous invite à venir y participer. Et puis, si vous avez, entre guillemets, la chance aussi d'être tiré au sort dans le panel citoyen, vous viendrez également travailler avec nous. Donc, ils sont là. Si vous voulez, les ateliers, ils sont là pour abonder aussi et pour amender aussi le SCOT. On est là aussi pour vous écouter. Donc, ces ateliers, même les réunions qui sont faites ce soir, je veux dire, on est attentif. Moi, j'ai pris des notes, on est attentif à ce que vous proposez, à vos remarques, et on va les partager, nous, au niveau des 17 maires. Et donc, les ateliers sont là aussi pour vous faire, pour écouter. Alors, il y a 2 choses, si vous voulez. Je reviens, c'est vrai que nous, les élus, bon, on est élus, on est élus sur un programme, donc on est là pour prendre des décisions. C'est pas toujours facile, parce que ce serait plus facile de dire oui à tout le monde, mais c'est beaucoup plus difficile de dire non, parce que effectivement, on travaille pour l'intérêt général. Et là, donc, les 17 maires, nous travaillons pour l'intérêt général des 17 communes et de l'ensemble du territoire. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'il y a ce que veulent les citoyens et puis ce que nous imposent les lois. Et aujourd'hui, c'est très contradictoire. C'est-à-dire que nous sommes soumis à beaucoup d'injonctions qui sont souvent contradictoires. C'est-à-dire qu'on nous dit, bien, écoutez, on vous interdit les ouvertures à l'urbanisation. Ça se comprend, il faut préserver. L'étalement urbain, c'est fini aujourd'hui. Donc, mais en revanche, il faut construire. Il faut construire 20% de logements sociaux. Je ne sais pas où on les construit quand on n'a pas les terrains disponibles. On nous dit également qu'il faut loger les travailleurs saisonniers. Donc, il faut aussi de l'espace. On nous dit qu'il faut créer des infrastructures, il faut créer du développement économique. Et en revanche, on ne veut pas nous laisser ouvrir à l'urbanisation, ce qui peut se comprendre aussi et se défendre. Et puis, d'un autre côté, on a également nos concitoyens, surtout, moi je parle dans les petites communes, comme les nôtres, les communes rurales, qui ne veulent pas entendre parler de densification. Alors, l'État, aujourd'hui, nous impose une densification pour éviter l'étalement urbain. Et on nous dit, mais moi, mes concitoyens, j'ai été élu à Lenton, c'est une commune encore rurale, ils ne veulent pas entendre parler de densification. Quand on nous dit, mais madame, il faut absolument densifier vos dents creuses, il faut monter
en hauteur, c'est-à-dire qu'avant, sur une parcelle de 1000 m² ou 2000 m², on faisait une maison. Aujourd'hui, la loi nous permet de faire la parcellisation, c'est-à-dire que aujourd'hui, sur 500 mètres, en fonction du PLU qui est adopté dans la commune, eh bien, vous pouvez faire un petit immeuble avec 1, 2, 3, 4 étages. Et ça, je crois que la population, aujourd'hui, elle n'est pas prête. Enfin, certaines populations ne sont pas prêtes à l'entendre. Donc, si vous voulez, il y a ce pourquoi nous avons été élus, pour préserver, pour éviter des densifications, pour préserver le bien vivre ensemble, pour préserver nos îlots de fraîcheur. Et puis, d'un côté, il y a aussi des injonctions, et qui sont contradictoires. Construisez, mais ne consommez pas d'espace. Et c'est cette quadrature du cercle qui, pour nous, est difficile en fait à résoudre. Merci, Voilà. on va prendre la question de monsieur. Oui, allez-y. Je vous invite à garder votre masque, parce qu'on entend bien avec le micro. Merci. Et on réévoquera effectivement à la fin aussi l'ensemble des moyens, le panel citoyen et aussi la saisine du Conseil de développement. Allez-y, monsieur. Oui, mais déjà, juste avant de vous poser la question, j'abonde dans la remarque de monsieur. Moi, je crois tout à fait que construire un territoire, plus exactement construire un vivre ensemble, on doit le faire véritablement tous ensemble. Et c'est également de la responsabilité des élus que d'instaurer une véritable démocratie participative. Donc j'attends aussi que vous puissiez nous expliquer, je dirais, les modalités faites de participation citoyenne auxquelles vous avez pensé, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vu grand-chose, et j'attends en fait que vous puissiez nous expliquer. Concernant la question que je voulais poser, donc même si elle était dans l'axe précédent, finalement, je vais rebondir sur le mot « accueillir », parce que accueillir des gens sur le territoire, il faut le faire dans de bonnes conditions. J'ai eu l'opportunité de suivre par visio donc, la première réunion d'information que vous avez faite à Arcachon, dans laquelle vous avez tenu un propos, monsieur le directeur, qui m'a choqué, je dois le dire, pour lequel vous expliquiez que nous devions adapter notre capacité en ressources naturelles, c'est-à-dire à fournir une ressource naturelle, et vous pensiez à l'eau, à la croissance démographique. Donc c'est là que je m'étonne, parce que ne pensez-vous pas que ça devrait être au contraire exactement l'inverse? Donc aujourd'hui, y a-t-il des études qui montrent la capacité d'un territoire à pouvoir accueillir des gens, qu'ils soient, en période estivale ou qu'ils soient là toute l'année, les accueillir dans de bonnes conditions en préservant, encore une fois, nos capacités et nos ressources naturelles? Merci. Merci, je vais peut-être répondre déjà sur la concertation rapidement. On le représentera à la fin en détail, mais effectivement, il y a vraiment des choses qui vont être mises en place. Sur le mois de mars, on va réaliser des ateliers techniques avec les professionnels, donc sur plusieurs temps et plusieurs thématiques du SCOT. Et ensuite, dès le mois d'avril, et on précisera les dates tout à l'heure, on aura des temps d'ateliers avec les citoyens, donc sur plusieurs thématiques là aussi, et sur plusieurs lieux du territoire. Et puis, on aura donc le panel citoyen qui va être monté avec un appel à candidature et un tirage au sort, donc sur lesquels il y aura aussi plusieurs temps et qu'on est même en train de renforcer pour que voilà, il soit sur plusieurs étapes avec aussi 3 ou 4 temps d'atelier à ce niveau-là. Donc, on aura vraiment des temps de concertation complets. On aura aussi d'autres démarches qui seront mises en place, telles que évidemment la saisine du Conseil de développement, et puis tout au long une information jusqu'à l'avis citoyen qui pourra être rendu par le panel citoyen. Donc on a tous ces éléments et on les redécrira tout à l'heure sur une slide, et ils seront rapidement en ligne avec les dates également à réserver. Et je vous laisse peut-être la parole sur la partie du territoire. Oui. Alors je suis désolé si je vous ai choqué, je me suis peut-être mal exprimé. En fait, les populations nouvelles en tout cas que les élus souhaitent accueillir sur ce territoire, ne peuvent l'être que si nous démontrons que nous avons une capacité d'accueil de ces populations, et notamment sur l'eau. Justement, nous sommes en plein travail sur le sujet pour en effet évaluer les mètres cubes nécessaires à l'accueil de nouvelles populations et justifier qu'on a cette ressource. Même question sur les stations d'épuration. Il faut aussi démontrer que l'ensemble des stations d'épuration sont en capacité d'accueillir la population, mais la population permanente, mais aussi les pics de population estivale. Donc ça, c'est une justification qu'il y aura dans le SCOT. Donc pour être clair, la population ne peut être accueillie que si nous démontrons que nous sommes en capacité de le faire sur le territoire. Déjà, merci infiniment pour votre
précision. Pardon. Comment se fait-il, dans ces conditions, qu'on puisse déjà échafauder des plans locaux de l'habitat, c'est-à-dire des prévisions, en fait, en termes de nombre d'habitants qui vont venir sur notre territoire, sans avoir préalablement, c'est ce que je comprends, monsieur, fait ces études qui montrent la capacité d'un territoire à pouvoir accueillir des gens dans de bonnes conditions. J'ai l'impression qu'on met un petit peu la charrue avant les bœufs. J'aurais imaginé, en fait, qu'en toute logique, on puisse déjà se poser la question, en fait, des capacités d'un territoire à pouvoir accueillir des gens. Non pas que je veuille, empêcher les gens de venir. Je suis bien content de vivre sur ce territoire, j'étais bien content d'être accueilli ici, mais à un moment donné, on ne peut pas mettre tout le monde sur un bateau, pour prendre une formule un petit peu familière. Je pense qu'il faut quand même véritablement se poser des questions d'accueil, en fait, des gens dans de bonnes conditions. Merci. Vous voulez répondre sur ce point? Oui, en fait, sur la hiérarchie la hiérarchie des normes, ce qu'on appelle donc la hiérarchie des documents d'urbanisme, c'était la première slide. Le SCOT est en cours d'élaboration. Évidemment, le lien est fait avec l'ensemble des communes et des intercommunalités sur leurs documents. Mais chaque document devra être donc, de niveau infra, donc les plans locaux d'urbanisme, les plans de déplacement urbain ou plans de mobilité, les schémas de zones d'activité, les plans locaux d'urbanisme ou plans locaux d'urbanisme intercommunaux devront être révisés dès l'approbation du SCOT. Donc pour se mettre en compatibilité avec le SCOT. Ça, c'est la réglementation. Donc on va remettre, en tout cas les communes et intercommunalités remettront à plat leurs documents stratégiques ou documents d'urbanisme au regard du SCOT approuvé. Ensuite, le territoire, il vit. Le SCOT, il a été engagé en 2018, donc il y a nécessité de mettre à jour. Donc il y a des modifications de PLU, il y a des révisions, il y a des élaborations de PLH, mais chaque document doit justifier dans son propre document, doit justifier ses objectifs. Donc le PLH devra justifier de ses objectifs, même s'il est approuvé avant le SCOT, comme chaque PLU a un rapport de présentation avec l'ensemble de l'argumentation technique de ses objectifs chiffrés ou de ses zonages. Donc voilà, c'est de l'argumentation qui est pour justifier en fait les orientations et objectifs de chacun des documents. C'est censé être plus simple une fois que le SCOT sera approuvé, puisque ça va chapeauter tout le reste et qu'on aura le cadre pour les documents infra. Merci. On va prendre les 2 dernières questions sur cet axe et puis après on passera à l'axe suivant. C'était une question. En effet, le tourisme de 4 saisons, c'est une très bonne idée, surtout qu'il y a un partenaire régional. Mais ma question, comment peut-on se promener les 4 saisons quand la moitié des saisons sont utilisées par les chasseurs 7 jours sur 7? Voilà, ça commence à souffler et dès qu'on part de la chasse, tout le monde souffle. Non, est-ce que ça fait partie de l'analyse de la faune, de la flore et de l'utilisation des espaces naturels de pouvoir se promener tranquillement? Voilà. Bon, là, madame, vous êtes hors cadre du SCOT. Non, ça, vous êtes vraiment... On ne traite pas de ça dans le SCOT. Je dis, on ne traite pas de ces sujets dans le SCOT, des nombres d'ouverture, des nombres de jours d'ouverture à la chasse, des périodes de chasse. Je crois qu'il y a des réglementations très strictes maintenant, même au niveau européen, qui permettent aux différentes espèces de se reproduire en période de... Alors, je vous vois de dîner de la tête, vous faites peut-être allusion effectivement aux battues qui ont lieu peut-être tout au long de l'année contre les sangliers. Mais voilà, j'entends mes mères qui disent heureusement qu'on a ces battues pour les sangliers, voilà, les battues, et puis les sangliers, et on sait très bien qu'ils se sont énormément développés ces derniers temps et qui viennent de plus en plus dans les villes, parce qu'avec la Covid, eh bien, nous étions tous le soir chez nous à partir de 20h ou 18h ou 21h, et on sait que eh bien, les sangliers se sont énormément développés et viennent maintenant dans les milieux urbains. Mais il y en a, madame, aujourd'hui, des jours sans chasse. La chasse n'est pas ouverte toute l'année. Non. Donc voilà, mais je veux dire, là, on est en dehors des attributions du SCOT. Et monsieur, une dernière question au fond sur cet axe, et après Oui, Michel Dubernet, je suis à Arcachon. Vous avez parlé de freiner l'arrivée de nouveaux habitants.
Je voulais savoir comment vous allez faire pour interdire aux gens de venir habiter le bassin. C'est toute la question. Quand on nous dit, oui, mais les élus, vous devez empêcher les gens de venir. Moi, je ne sais pas comment on peut empêcher les gens de venir. Il y a une certitude, c'est que de toute façon, la rareté et le coût du foncier, de toute façon, freinera l'arrivée de la population. Aujourd'hui, les terrains sont de plus en plus rares et de plus en plus chers. Donc, ça se fera forcément. Il y aura une régulation qui sera faite. Maintenant, effectivement, c'est compliqué, à moins de faire un mur tout autour du bassin d'Arcachon. On ne pourra pas empêcher physiquement les gens de venir sur notre territoire. Mais tout à fait, le foncier, c'est vrai, parce que personnellement, j'ai hérité d'une maison de famille. Maintenant, je suis à l'ISI. Je n'ai rien fait pour. Donc, si on fait de la sélection par l'argent, enfin, je sais pas, c'est pas... Pas la sélection par l'argent, monsieur, c'est le fait qu'il y ait de moins en moins de terrain et évidemment, j'ai pas compris ce que... Ah, vous avez été soumis à l'ISF, pardon. Alors là aussi, on déborde des compétences du SCOT. Ouais. On a beaucoup de choses à s'occuper, on va pas s'occuper en plus de l'ISF. Chacun ses problèmes. Effectivement, le SCOT est déjà assez dense à ce niveau-là. On va peut-être passer à l'axe 3 et puis après on prendra... Allez-y, une dernière question pour respecter le timing assez courte. Merci. Je voulais savoir si le ratio de 50% dont on parle depuis tout à l'heure résulte d'une étude locale ou est-ce que c'est un ratio national? Ce que je vous disais tout à l'heure, monsieur, ce sont des ratios qui sont imposés par la loi. C'est la loi Climat et Résilience qui nous impose uniformément sur l'ensemble du territoire national ce ratio de 50%. Et on doit arriver à zéro artificialisation nette d'ici à 2050. Donc, on n'a pas fini. Oui. Et la seule façon, ça reprend donc la question que vous posiez tout à l'heure, la seule façon de faire un petit peu de différenciation, en fait, c'est dans le D2O qu'on va pouvoir donc définir des objectifs locaux. Merci. Du coup, on va passer à l'axe 3 sur conforter, donc avec des éléments sur l'économie notamment et sur les filières du territoire. Oui, en effet, le troisième et dernier axe s'appelle conforter et plutôt autour du développement économique, avec le renforcement de l'économie productive du territoire, puisqu'on a une économie évidemment sur les trois intercommunalités, mais qui est plutôt ce qu'on appelle une économie présentielle, donc avec des services et du commerce pour les habitants et peu de production. L'objectif 10, consolider donc les filières existantes et émergentes sur le territoire. À notre objectif 11 concernant les ressources primaires du territoire également, j'y reviendrai, et puis l'objectif 12 qui est plutôt sur l'accessibilité numérique. Donc si on rentre dans le détail, l'objectif 9 de renforcer l'économie productive, c'est d'abord affirmer une architecture et une armature économique plus cohérente. Aujourd'hui, les zones économiques ont été développées dans chacune des communes, mais sans lisibilité qui soit claire. Et lorsqu'une entreprise arrive, elle a besoin d'avoir une lisibilité sur la zone économique qui l'accueille. Donc là, il y a un travail à faire avec les intercommunalités donc qui a été déjà initié, mais à renforcer dans le SCOT. La recherche d'optimisation foncière, elle est là, puisque comme on va avoir moins en moins de terrain, donc il faut optimiser le foncier qui est déjà urbanisé dans les zones, et évidemment prévoir des extensions sur un certain nombre de zones. Ce sera difficile de justifier l'ouverture à l'urbanisation dans l'ensemble des zones, si on est dans une armature cohérente et hiérarchisée. Donc il va falloir sélectionner les zones qui ont besoin et qui ont un besoin justifié d'extension économique, en lien avec des filières peut-être spécifiques ou avec des besoins de développement d'emploi dans certains secteurs. L'aménagement de ces zones donc existantes ou à créer, l'aménagement devra être de qualité, avec une appréhension diverse, c'est-à-dire d'avoir un aménagement qui soit paysager, qui soit respectueux de l'environnement, qui ait également pris en compte la question énergétique, aussi la question de l'accessibilité, donc
autrement qu'en voiture individuelle. Donc ça, ce sont un certain nombre de prescriptions que nous devrons écrire et imposer aux futures zones d'activité. La question des besoins en bureau aussi. On voit avec la crise du Covid qu'il y a de plus en plus de besoins de développer de l'immobilier en fait tertiaire sur le territoire. Donc c'est aussi inciter et encourager les intercommunalités à réfléchir à ce sujet et peut-être développer de l'immobilier tertiaire. La logistique de proximité, pas la logistique internationale, c'est aussi alors plutôt sur des villes qui sont très urbanisées, par la Teste, Arcachon, qui ne sont pas en capacité d'accueillir des poids lourds dans le centre-ville. Donc c'est aussi les inciter à réfléchir à la logistique de proximité sur ce qu'on appelle la logistique du dernier kilomètre. Et puis essayer d'anticiper les besoins des entreprises de demain. Donc c'est aussi travailler avec les filières émergentes sur le territoire. Le Val-de-Lers se positionner par exemple sur le numérique. Il y a la question de l'hydrogène aussi, donc qui auront peut-être des besoins en foncier. Et puis le développement des énergies renouvelables. Je parlais dans l'axe numéro 1 des économies d'énergie. Et donc le développement des énergies renouvelables se positionne ici, puisqu'il va falloir les encadrer. Il y a une position qui a été arrêtée déjà par les élus de limiter la consommation des espaces, notamment forestiers, pour le développement de parcs photovoltaïques. Donc c'est aussi les orienter vers des espaces qui sont déjà artificialisés ou délaissés, des anciennes décharges. C'est le cas par exemple sur Audange et Mios. Je sais qu'à Salles aussi, il y a des projets. Voilà, donc les communes et les intercommunalités se positionnent là-dessus. Donc il faut qu'on continue ce sujet. Et la transformation des productions locales également, parce que si on veut soutenir les filières du secteur primaire, il faut aussi travailler à la transformation. Ça fait le lien avec les deux axes suivants sur les filières existantes. Donc là aussi, s'il y a des besoins peut-être autour du nautisme, on sait qu'il y a un besoin de port à sec sur le territoire, donc ça s'anticipe sur la position et sur l'accès de ce futur bâtiment. Les filières émergentes, j'en ai parlé. La valorisation des ressources, elle est évidemment liée à l'économie de la mer. Donc la criée d'Arcachon et toute la filière pêche, la filière ostréicole, l'économie forestière également, on en parlait. Et donc c'est aussi vraiment le sujet de la transformation, parce qu'on a beaucoup de ressources primaires sur le territoire, mais on n'est pas allé jusqu'au bout, et il y a de l'emploi à créer sur la transformation du poisson, peut-être la transformation du bois produit vers les meubles, vers l'architecture et le bâtiment. Donc l'agence économique BA2E travaille sur le sujet avec les élus, donc c'est aussi à renforcer. Et puis la question de l'agriculture qui émerge sur le territoire. Il y a un projet alimentaire territorial qui est en cours de réflexion. Donc là aussi, le lien sera fait avec le SCOT, puisque s'il faut zoner des zonages agricoles dans les PLU, il faudra qu'on le prévoie dans le SCOT. Permettre le développement de bâtiments agricoles aussi. Donc le lien est fait avec les autres documents stratégiques qui sont en cours d'élaboration. Et puis, j'irai rapidement sur l'objectif 12, sur l'accessibilité numérique. Alors, en effet, on va accélérer le développement de la fibre pour pouvoir retransmettre la réunion publique sur Facebook. Donc, on espère que la prochaine fois, on aura la fibre au BARP. Voilà, ça elle est au BARP, mais voilà, il va falloir tirer le fil jusqu'ici. Voilà, ça c'est un sujet imposé, mais on n'a pas réellement grand-chose à inventer, puisque c'est déjà en cours sur l'ensemble des 3 intercommunalités, se sont déjà saisis du sujet. Donc voilà, on le réaffirme, et donc ça sera développé plus précisément dans le SCOT. Voilà globalement sur ce dernier axe. Merci, et je vous propose donc de prendre quelques questions. Peut-être devant pour commencer. Oui, pour moi, il manque un axe important, c'est la formation. Si vous voulez attirer les entreprises,
il faut faire de la formation pour avoir du personnel compétent. C'est un point essentiel. Alors, je me permets de vous répondre de suite, monsieur. Ce n'est pas la compétence du SCOT, la formation, c'est compétence de la région. Voilà, donc s'il ne nous empêche pas à nous de réfléchir, il ne nous empêche pas de réfléchir de façon, et nous avons des réflexions en ce sens, hein, de pouvoir accueillir au niveau de nos villages d'artisans, au niveau, voilà, pour transmettre de la transmission également, de la formation, et au niveau aussi des incubateurs d'entreprises. Au niveau, voilà, on peut développer tout ça, mais... Oui, mais ce n'est pas notre compétence. Ce n'est pas la compétence de... C'est pas la compétence du SCOT. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise sans formation. Comme il n'y a pas de supermarché sans logistique. Voilà, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Voilà. Ça ne nous empêche pas d'y penser, nous, en tant qu'élus, mais ce n'est pas une compétence du SCOT. Merci, monsieur. Oui. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Déjà, juste rappeler en introduction que économie et écologie, je pense que vous l'avez remarqué, c'est le même début qui veut dire maison. Et un ancien président a d'ailleurs dit il y a déjà assez longtemps, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Je pense qu'on est vraiment les deux pieds dans le plat en ce moment. Pour conforter, en fait, je pense qu'il y a un axe qui est extrêmement fort dans ce que vous venez d'indiquer, c'est je crois, le développement de la fibre, effectivement, et de l'accès, en fait, au numérique. Les nouveaux usages, clairement, en fait, on est en plein dedans avec, je dirais, la crise sanitaire. On voit bien la nécessité aujourd'hui d'avoir des possibilités de pouvoir travailler, en fait, à distance, à domicile. Et il y a de nombreux exemples, en fait, qui existent. Et déjà, depuis de nombreuses années, je prends, par exemple, le département du Gers, qui a développé, parce que c'est l'un des départements les plus ruraux de France. Ils ont tout de suite compris l'intérêt de mettre à disposition de la population un très haut débit, hein, de telle sorte à pouvoir offrir aux citoyens la possibilité de pouvoir travailler de chez eux et donc de répondre à des besoins d'entreprises qui étaient éloignés. Donc ça, évidemment, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, également pour l'attractivité des entreprises sur le territoire. L'autre aspect, vous avez parlé également d'un projet qui est donc... une petite dizaine d'années, mais je crois qu'il est lancé maintenant, c'est le collectif alimentaire qui le porte, et nous le suivons depuis ses débuts. Et je crois que là aussi, en fait, lorsqu'on parle en fait de la capacité d'un territoire à pouvoir fournir en alimentation bio, qui plus est, en fait, les besoins, hein, tout simplement, du territoire, il me semble que là, en tant qu'élu, vous avez également une véritable responsabilité en pouvant faciliter, je dirais, cette mise en avant, tout simplement en étant, je dirais, vous-même acheteur, c'est-à-dire que vous offrez également un marché à ces personnes, à ces producteurs, en donnant, pourquoi pas, je dirais, et je pense même d'ailleurs non pas des contraintes, mais en tout cas des orientations, en disant, écoutez, oui, voilà, vous avez du foncier, nous allons vous acheter en fait la production en fait de fruits et légumes pour pouvoir fournir nos écoles. Et il me semble que ça serait un signal fort que vous devriez envoyer en fait pour ce prochain SCOT. Enfin, moi, je passerai la parole après à Monsieur Bureau qui va vous parler du plan alimentaire territorial qui effectivement qui sera intégré dans le SCOT. Effectivement, monsieur, vous avez raison dans le sens où les élus ont le rôle à jouer, mais je crois que tous les élus aujourd'hui, on développe les circuits courts. On essaie de se servir en local, notamment pour nos cantines scolaires. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la loi Egalim, on doit avoir 20% de bio dans nos cantines. La plupart des communes y sont et ont même dépassé cette quantité de produits bio, et ça vient surtout de la production locale. Donc nous essayons tous, je pense que je peux me prononcer au nom de tous mes collègues, de nous servir en circuit court. Vous avez parlé du collectif alimentaire. Hein. Il y a un vrai travail de fond qui est fait avec eux au niveau du pays, puisque vous savez que le pays a pris à sa charge un plan alimentaire territorial à l'échelle du pays Barval. C'est un travail qui est fait en plus, qui a été démarré il y a quelques temps. Je vois Patrick ici qui le porte sur le pays. Ça va aboutir. On a deux problématiques. D'abord, on a un problème de zonage dans les PLU, et c'est un vrai travail de fond qu'il va falloir faire, parce que
installer les agriculteurs, c'est bien, mais il faut encore avoir la ressource à leur mettre à disposition. Aujourd'hui, il y a des PLU qui en sont complètement absents. Les zones agricoles, elles ont disparu au profit de zones sylvicoles. Demain, il va falloir réouvrir des zones agricoles si on veut vraiment installer des zones maraîchères ou des jeunes agriculteurs qui vont s'installer. Sur la commune de Salles, nous, on a commencé, mais c'est un vrai travail de fond qu'il y a à faire sur l'ensemble du Pays Barval. Et je pense que le PAT, là, qui est dans sa phase, on débute le PAT avec le collectif alimentaire, ça va monter en charge et petit à petit. Mais ça nécessitera, au-delà du SCOT, des aménagements des plans locaux d'urbanisme pour ouvrir des zones à l'agriculture et à l'installation d'agriculteurs. Donc voilà, ça c'est un vrai... Moi j'ai entendu la fibre tout à l'heure, vous avez parlé de la fibre. La fibre aujourd'hui, on est quand même sur un territoire, le territoire girondin, où il y a un engagement quand même du département, avec 100% de personnes avec la fibre, à échelle, c'est 2025 je crois. 2025, le très haut débit. 2025, tout le monde sera raccordé à la fibre. Moi je ne prends pas ça non plus pour l'alpha et l'oméga, hein, la fibre. Aujourd'hui, on a quand même dans nos territoires des gens qui n'ont pas besoin de la fibre, des gens qui ont besoin simplement du téléphone et qu'aujourd'hui n'arrivent même pas à l'avoir parce qu'on a tout mis sur la fibre. Pour des gens qui veulent aller en télétravail, comme vous dites, parce que ça aide à ça, et ça peut avoir un intérêt. Par contre, aujourd'hui, c'est pas non plus que ça. Aujourd'hui, on a besoin de garder 2 réseaux, parce que juste le réseau téléphonique, il y a des gens, c'est tout ce qu'ils ont besoin sur notre territoire. Et aujourd'hui, ça, on n'arrive déjà plus à l'avoir, parce que les gens, on a tout basculé dans la fibre, et ça n'existe plus. Alors, j'avais vu tout à l'heure, vous avez parlé du télétravail. C'est pareil, je pense que si c'est une bonne chose, je pense qu'il y a aussi des mauvais côtés au télétravail. Et les mauvais côtés, on les voit tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a quand même une absence de socialisation, des gens qui se renferment chez eux, des gens qui travaillent chez eux, qui dorment chez eux. Alors, ça a un intérêt, c'est la mobilité, c'est-à-dire que la meilleure des mobilités, c'est celle qu'on n'a pas, et ça y répond. Mais par contre, pour le reste, au niveau socialisation des gens, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose, le télétravail. Enfin, le télétravail pur, c'est-à-dire les gens qui ne rejoignent pas un environnement de travail où ils peuvent échanger avec des collègues, échanger avec d'autres personnes. On est dans la société du numérique où chacun s'enferme chez soi, on est dans l'instantanéité de l'information, et ça, je ne suis pas certain qu'on n'aille pas vers quelque chose qui va nous créer plus de problèmes que de solutions. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, merci Monsieur le maire. Je voudrais simplement réagir. Évidemment, ce n'est pas blanc ou noir. On a bien conscience qu'aujourd'hui, ces nouveaux usages, ils s'imposent de toute façon à nous. On a même eu des obligations en tant qu'entrepreneur de télétravailler en fait la moitié du temps. Donc de toute façon, nous sommes face à ce nouveau phénomène. Vous avez pointé du doigt les aspects négatifs, puis il y a également des aspects qui sont positifs. Une personne qui télétravaille, bien entendu, il ne faut pas que ça soit systématiquement géré la totalité du temps, sinon vous êtes désociabilisé et vous avez totalement raison. En revanche, une personne à qui vous accordez le fait de ne pas avoir à faire de déplacement. Alors, il n'y a pas que la mobilité, monsieur. Une personne qui reste sur place, qu'est-ce qu'elle fait? On peut mettre en parallèle, je dirais, la redynamisation des centres-bourgs. Une personne qui ne va pas travailler, elle va faire travailler, en fait, son commerce de proximité. Il faut bien qu'elle se nourrisse le midi. Donc, elle va aller faire ses courses à côté. Et donc, vous favorisez, bien entendu, également l'économie locale. Voilà. Merci. On va prendre la question qui est tout au fond. Oui, bonsoir de nouveau. Donc, on a une culture du juridique, constitutionnel ou démocratique un peu différente. Moi, je ne vais pas me battre à ce sujet. Je vais vous présenter ma version et ma position. Sinon, même remarque que précédemment. Et je ne sais pas, j'ai peut-être pas bien suivi, mais j'ai pas eu l'impression, à moins que vous ayez l'occasion d'en parler plus tard, des lieux de santé et des lieux d'enseignement. Étant donné la démographie et la mobilité qui va avec, il serait bon aussi de ne pas les oublier. Voilà le sens de ma remarque. Vous avez parlé de mobilité et de santé, monsieur, c'est ça? Vous disiez de la santé? La santé, la santé... Des lieux de santé et des lieux d'enseignement, compte tenu de la mobilité dont on vient de faire état dans le précédent axe. Tous les problèmes qui sont liés à la santé, on y travaille aujourd'hui à l'échelle du pays, puisque nous travaillons pour un contrat local de santé, hein, c'est-à-dire que nous avons fait un diagnostic du territoire pour savoir quels étaient les besoins, hein, et surtout les carences
au niveau de la santé. Alors la santé au sens large, hein, c'est-à-dire l'accès aux médecins généralistes, l'accès aux spécialistes, également les carences qu'il peut y avoir notamment dans la santé mentale, hein, donc, pour les enfants et pour les jeunes, et puis surtout suite à cette Covid. On en parle, on est en train d'y travailler. Je ne comprends pas, monsieur, pardon. Bon, je vais parler un peu. Ah, il marche mieux ce micro. Là, vous êtes en train de me faire une réponse à ma remarque. Oui, ben c'est ça, pour vous dire effectivement qu'on prend en compte. Je n'ai pas vu jusqu'à maintenant ces points traités dans le. Oui, c'est pris en compte. C'est pris en compte puisque le contrat local de santé, il a évoqué d'ailleurs tout à l'heure le directeur. Oui, mais je veux dire, ça fait partie. C'est une question, un questionnement qui intéresse l'ensemble du territoire. Ces questions de santé. C'est pour ça que je fais la remarque. C'est pour ça que je fais la remarque. Donc, il ne faut pas les oublier. Très bien. C'est pris en compte dans un contrat et qui n'a pas été évoqué ce soir, puisque c'est l'objet du SCOT ce soir. Est-ce qu'on a d'autres questions? A priori, non. Je vous propose peut-être du coup d'expliquer, puisqu'il y a eu plusieurs questions tout au long de ce moment, la partie de la concertation, notamment en lien avec le D2O. Donc là, on est dans la partie des réunions d'information avec le grand public. On va avoir la prochaine à Biganos. Donc l'idée ensuite, c'est sur le mois de mars, on va réunir les partenaires institutionnels et on va avoir aussi des temps de travail technique avec eux sur les thématiques, ainsi qu'un débat en conseil syndical en mars 2022. Et ce qui vous intéresse certainement de plus, c'est donc qu'on va avoir des ateliers avec les différents publics. Donc ce sera largement ouvert. On a mis déjà les dates ici, c'est les 7, 8, 14 et 15 avril. C'est des fins de semaine, jeudi et vendredi. Et là, on sera donc sur des temps de travail assez précis et qui iront donc plus loin évidemment que le PASS, puisqu'on sera dans la période dans la phase du D2O, donc avec des éléments sur carte, sur un ensemble d'enjeux qui pourront être travaillés ensemble sur ces temps de travail-là. Et on aura enfin un panel citoyen qui va être constitué, dont les modalités vont être mises en place assez rapidement, là, qui sera constitué à partir de mars, à partir d'un appel à candidature, puis d'un tirage au sort sur cette base-là, et qui permettra, et qui est assez ambitieux, puisque l'idée c'est d'avoir vraiment plusieurs temps, au moins 4 ou 5 temps probablement, de concertation à ce niveau-là, et effectivement aussi hors les murs, puisqu'on ira aussi sur le terrain, sur des secteurs potentiellement qu'on définira comme particulièrement à enjeu. Donc là aussi, il y aura un élément important, et ce panel citoyen pourra rendre ensuite un avis citoyen. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important. Et sur la partie des avis, il y a aussi une saisine donc, du conseil de développement. Donc on est sur un ensemble d'éléments qui sont assez ambitieux, et je peux le dire puisque je suis le bureau d'études, donc j'ai un regard extérieur, et c'est assez ambitieux en termes de concertation sur un SCOT, notamment la partie panel citoyen et l'ensemble des ateliers qui ont été mis en place. Donc si jamais il y avait des questions là-dessus, on pourra y répondre aussi en aparté, mais tous les éléments vont être mis en place sur le site internet avec les dates précises et les modalités de réalisation, et aussi via les adresses mail que vous avez pu probablement laisser à l'entrée. Et je vais peut-être passer la parole pour conclure à Madame la Présidente. Écoutez, je ne serai pas très long pour conclure. Je vous remercie tous d'avoir participé puisque les échanges ont été fructueux. J'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions, sinon toutes. C'est vrai que c'est très technique. Faire un SCOT, c'est compliqué, c'est très technique, et je conçois que ça soit difficilement, parfois certains sujets sont difficilement compréhensibles. Donc on essaye de faire preuve de pédagogie. On n'est pas toujours clair, mais on est là pour ça, on est là pour répondre à vos questions. Voilà, moi je vous donne rendez-vous, donc je vous incite à venir dans ces ateliers, parce que c'est de là que vit vraiment la démocratie participative. Ça va vous permettre de vous exprimer, d'amender également le SCOT surtout se passe de l'amender avant que nous le présentions aux personnes publiques associées. Voilà, je ne vais pas être plus longue, donc je vous remercie de votre venue et je vous souhaite une bonne soirée.